Je n'aurais jamais imaginé qu'un seul instant puisse bouleverser ma vie. Pourtant, ce soir-là, chez mes parents, une clarté soudaine m'a envahi, comme si quelqu'un avait enfin allumé la lumière la plus vive de la pièce. Je m'appelle Brenda Hart, j'ai 27 ans, et tout a basculé à l'instant où ma mère a élevé la voix, me lançant un regard que j'avais vu 1000 fois sans jamais vraiment le comprendre. Ma mère a hurlé. « Tu n'es pas l'enfant que j'ai toujours voulu. Tu ne l'as jamais été. » Mon père s'est détourné, évitant mon regard. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, brutalement, plus fort que n'importe quelle dispute. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la façon dont mon père a reculé, comme s'il acquiesçait en silence. Je suis resté là, immobile, assez longtemps pour sentir en moi un apaisement plutôt qu'une explosion, la certitude que ce n'était pas une trahison soudaine, mais la preuve ultime d'une limite qu'ils avaient franchie à maintes reprises sans que je m'en aperçoive. Je n'ai ni protesté, ni cherché à me défendre, ni même demandé pourquoi ils avaient prononcé des paroles si cruelles. Je suis simplement passé devant eux, j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans un silence presque irréel, après tant d'années passées à être le pilier de la famille. Arrivé en bas des escaliers, un vide m'a envahi. Non pas celui qui vous fait vous effondrer, mais celui qui, soudain, éclaire tout. À cet instant précis, j'ai cessé de faire semblant que les choses redeviendraient un jour normal. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi, il faut comprendre comment une famille peut se désagréger petit à petit, bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Si vous voulez connaître toute l'histoire, restez avec moi et ne manquez pas la suite. Avant cette nuit-là, ma vie était rythmée par des responsabilités qui semblaient s'alourdir d'année en année, sans que personne ne reconnaisse que j'étais devenue celle qui faisait tourner la maison. Je travaillais à temps plein dans une quincaillerie du coin, où je manipulais des matériaux lourds, aidais les clients à faire leurs réparations et remplaçais les employés qui partaient sans prévenir. Mes journées de travail étaient souvent longues, car il me semblait plus facile de rester tard que de rentrer dans une maison où le silence était plus éloquent que les mots. Ma mère, Helen Hart, avait bâti toute son identité sur le calme et la maîtrise de soi. Pourtant, son silence avait une qualité qui donnait l'impression que je l'avais déjà déçue avant même d'avoir commis la moindre erreur. Mon père, Richard Hart, se mettait rarement en colère, mais lorsqu'il parlait, chacun devait obéir sans hésiter. Ma sœur aînée, Denise Hart, semblait baignée dans une aura d'approbation permanente, bénéficiant d'une condescendance bienveillante, même lorsqu'elle faisait des choix qui causaient des problèmes à tout le monde. On n'évoquait jamais ouvertement cette différence de traitement. Mais ce contraste imprégnait chacune de nos interactions. Travailler à la quincaillerie signifiait que j'étais systématiquement désigné pour toute tâche exigeant force ou endurance. Mes parents s'y fiaient sans hésiter, me confiant presque toutes les corvées physiques. Transporter de vieux meubles, réparer des appareils cassés ou décharger des fournitures de la voiture devenait ma responsabilité simplement parce que personne d'autre ne voulait s'en charger. Hélène observait souvent depuis l'embrasure de la porte sans proposer son aide, et Richard attendait silencieusement que je termine tout ce qu'il avait commencé. Denise participait rarement, prétextant des courses ou des engagements, ce qu'Hélène acceptait sans hésiter. Ce déséquilibre s'est accentué lors d'un incident survenu quelques semaines avant la confrontation. Denise avait oublié de renouveler l'autorisation d'organiser un événement communautaire pour lequel elle s'était portée volontaire, car elle souhaitait être reconnue pour son travail. Lorsque cette négligence a entraîné des retards, Hélène m'a regardé avec la même expression qu'elle arborait toujours lorsqu'elle avait besoin de quelqu'un pour régler un problème qui ne me concernait pas. Elle m'a demandé si je pouvais entrer et parler au coordinateur. Richard a ensuite fait une remarque insinuant que j'aurais dû vérifier les documents, même si cela n'avait jamais été mon rôle. Denise s'est excusée auprès de tout le monde sauf de moi, puis a semblé soulagée lorsque j'ai réglé le problème. Ces moments ont engendré un ressentiment silencieux que j'essayais d'ignorer. Mes parents avaient une confiance absolue en ma fiabilité, ce qui rendait mes efforts invisibles. Lorsqu'une chose se passait bien, Denise était félicitée pour son dévouement. Quand quelque chose tournait mal, Hélène et Richard cherchaient systématiquement à me faire porter le chapeau. Je gérais les appels, la paperasse et les imprévus sans qu'on me le demande, car l'alternative aurait été de laisser tout s'effondrer, ce qui, de toute façon, m'aurait été imputé. Même les routines quotidiennes suivaient ce schéma tacite. Hélène exprimait sa déception par le silence, un silence qui comblait chaque silence jusqu'à ce que je me sente responsable du retour au calme. Richard ne me consultait que lorsqu'il avait besoin d'aide pour quelque chose qu'il ne voulait pas faire seul. Denise recherchait la validation pour chaque réussite, grande ou petite, et Hélène la lui accordait avec une fierté qui ne s'étendait jamais à moi. Cette dynamique s'est intensifiée autour de moi, au point que la maison ressemblait moins à un foyer qu'à un endroit où ma valeur dépendait entièrement de mon utilité. Rétrospectivement, les signes d'une rupture imminente étaient déjà là. La pression, les attentes et le sentiment de culpabilité latent ont créé une tension qui ne pouvait que s'amplifier avec le temps.
Cette nuit-là n'a pas créé la rupture entre nous. Elle a simplement révélé une vérité qui couvait depuis des années, une vérité que ni l'un ni l'autre n'avions voulu affronter. Le lendemain matin, j'ai commencé par changer les plus petites choses. Au réveil, cette décision me semblait inébranlable, non pas sous l'effet de la colère, mais grâce à la prise de conscience que je portais des responsabilités qui n'auraient jamais dû m'incomber. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis directement rendu aux prélèvements automatiques liés au compte que j'avais laissé traîner pendant des années. La liste était plus longue que je ne voulais l'admettre. Pourtant, les noms qui comptaient le plus pour moi ont été les premiers sur lesquels j'ai jeté un œil. Les factures mensuelles de mes parents apparaissaient en haut. J'ai sélectionné l'option pour désactiver les renouvellements automatiques, j'ai fixé l'écran de confirmation qui s'est affiché et j'ai laissé le silence dans mon appartement se transformer en un soulagement presque palpable. Leur forfait mobile est arrivé ensuite. Je les avais ajoutés il y a des années parce qu'ils insistaient sur le fait que cela simplifiait les choses pour la famille, mais la facture était toujours à mon nom. Supprimer mon nom du compte nécessitait un appel, et j'ai attendu la fin du menu automatisé avec un calme inattendu. Lorsque le conseiller a confirmé que ma part avait été retirée, j'ai réalisé le nombre de petits fardeaux que j'avais portés sans même m'en rendre compte. Mettre fin à ces demandes, c'était comme reprendre le contrôle de mon temps. L'étape suivante concernait Denise. Elle comptait souvent sur moi pour la conduire quand ses plans changeaient ou qu'elle ne voulait pas traverser la ville en voiture après la tombée de la nuit. J'avais toujours accepté, en partie parce que refuser signifiait créer un conflit que mes parents me mettraient la pression pour résoudre. Ce matin-là, j'ai écrit un court message expliquant que je ne serais plus disponible pour la conduire. J'ai veillé à ce que le message soit clair et poli, sans laisser place à la négociation. Après l'avoir envoyé, j'ai posé l'écran de mon téléphone sur la table, choisissant de ne pas attendre sa réponse. À midi, les conséquences de ces changements ont commencé à se faire sentir. La résidence de mes parents envoyait des messages au numéro principal, qui était toujours le mien. Ces messages signalaient un retard de paiement et rappelaient que des frais supplémentaires seraient ajoutés si le solde restait impayé. Je les ai lus sans réagir, puis je les ai transférés à ma mère sans commentaire. Agir avec une telle distance me paraissait étrange, mais cette distance me semblait nécessaire. J'étais devenu la solution par défaut à des problèmes que je n'avais jamais créés, et prendre du recul signifiait accepter que les gens assumeraient leurs responsabilités ou subiraient les conséquences de leur inaction. Maman a commencé à appeler peu après l'envoi des messages transférés. Ces appels s'enchaînaient, séparés seulement par le temps d'activation de la messagerie vocale. Je ne répondais pas. Je regardais l'écran s'illuminer sans cesse, le numéro familier apparaissant toutes les quelques minutes jusqu'à ce que le son s'estompe. Choisir le silence m'avait paru impossible. Pourtant, à cet instant précis, cela me semblait le seul moyen de briser un cycle qui avait envahi ma vie. Papa n'a pas appelé, ce qui ne m'a pas surprise. Il évitait généralement d'affronter les problèmes de front, préférant laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Me recentrer sur ma propre vie est devenu plus facile une fois les premiers pas franchis. J'ai dressé une liste des tâches inachevées que j'avais remises à plus tard, des petits objectifs que j'avais négligés et des responsabilités qui m'incombaient entièrement. Libérer de l'espace dans ma journée m'a apporté une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois, mes choix étaient guidés par mes propres besoins plutôt que par l'obligation constante de subvenir aux besoins des autres. Le changement s'est opéré lentement mais sûrement. Un changement qui s'installe discrètement jusqu'à devenir une part intégrante de soi, plutôt qu'une contrainte à maintenir. Quelques jours plus tard, tout a commencé à s'effondrer dans leur foyer, révélant à quel point je m'étais efforcé de tenir le coup sans m'en rendre compte. Arrivé à la quincaillerie pour mon service du matin, m'attendant à une journée ordinaire, j'ai vu mon patron s'approcher, l'air tendu. Il m'a expliqué que mon père m'attendait dehors et insistait pour me parler depuis l'ouverture. J'ai ressenti une lourdeur familière m'envahir la poitrine. Malgré tout, je l'ai suivi vers l'entrée d'un pas régulier, car éviter la situation n'aurait fait que la prolonger. Mon père se tenait près du trottoir, se balançant d'un pied sur l'autre en marmonnant. Dès qu'il m'a aperçu, il a haussé le ton et exigé des explications concernant les factures impayées. Ses mots se bousculaient, chargés d'accusations qui ignoraient combien de temps je les avais soutenus. Mon responsable est intervenu avant que la situation ne dégénère et lui a demandé de quitter les lieux. Mon père a hésité, a marmonné quelque chose d'inaudible, puis s'est éloigné avec une raideur frustrée qui laissait deviner qu'il attendait une obéissance immédiate de ma part. Cette altercation m'a mise mal à l'aise, mais pas surprise. Ce qui m'a surprise, c'est le message de Denise, arrivé alors que je rangeais les rayons dans l'allée du fond. Elle m'accusait d'abandonner ma famille et de semer la zizanie. Elle écrivait comme si elle n'avait jamais compté sur moi, comme si mes décisions n'avaient d'autre but que de gêner tout le monde sauf moi. J'ai lu le message 2 fois, sentant une détermination calme s'installer en moi. Répondre n'aurait fait qu'attiser une nouvelle dispute,
Alors j'ai verrouillé mon téléphone et suis retourné travailler. Plus tard dans l'après-midi, une voisine a appelé de chez mes parents. Elle m'a expliqué avoir entendu des voix s'élever venant de leur appartement pendant la journée et voulait vérifier que tout allait bien. Son inquiétude semblait sincère, mais je savais que je ne pouvais pas reprendre le rôle que je venais d'abandonner. Je l'ai remerciée de m'avoir contacté et lui ai suggéré d'appeler la réception si elle estimait que la situation nécessitait une intervention. Mettre fin à l'appel m'a apporté un sentiment de soulagement, un soulagement après des années de comportement que je répétais sans m'interroger sur son impact sur moi. Peu après, un autre message est arrivé de la résidence. Il indiquait qu'un deuxième avertissement pour retard de paiement avait été émis et que toute nouvelle inaction entraînerait des pénalités supplémentaires. J'ai transféré le message à ma mère avec la même retenue qu'auparavant. Le choix de garder le silence devenait de plus en plus facile, non par indifférence, mais parce que j'avais enfin compris qu'intervenir ne ferait que perpétuer un cycle qui m'avait fait plus de mal que je ne l'avais admis. Ce soir-là, on a frappé à ma porte. En ouvrant, j'ai trouvé ma tante Lorraine, le visage empreint de sympathie et d'inquiétude. Elle m'a expliqué qu'elle avait rendu visite à mes parents plus tôt dans la journée et qu'elle avait été témoin d'une dispute entre eux, apparemment liée au changement que j'avais opéré. Elle a admis n'avoir jamais réalisé à quel point j'avais contribué à leur stabilité. L'écouter était différent d'écouter ma mère ou mon père, car ses paroles exprimaient de la reconnaissance plutôt qu'une attente. J'ai apprécié son honnêteté. Pourtant, j'ai aussi compris que sa visite ne changeait rien à ma décision. Après son départ, je suis restée assise en silence, laissant mûrir la vérité qui se dessinait depuis des jours. Retourner chez eux, même brièvement, me replongerait dans les mêmes schémas que j'avais tant peiné à briser. Le changement était déjà amorcé, et j'étais déterminée à le suivre jusqu'au bout, sans me retourner. Ce week-end-là, j'ai retrouvé mon meilleur ami, Alan, par un après-midi tranquille où tout en moi était encore confus. Je n'avais pas prévu de lui dire quoi que ce soit, car dire la vérité à voix haute revenait à reconnaître l'ampleur de ce qui s'était passé. Pourtant, dès qu'il s'est assis en face de moi, le poids des derniers jours s'est abattu sur moi, rendant le silence impossible. Il a attendu sans me juger, me laissant choisir mon rythme plutôt que de me presser de me confesser. Quand ma voix a enfin percé l'hésitation, je lui ai raconté ce que maman avait dit, ce que papa avait fait, et comment, en une seule nuit, sans prévenir, le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ces mots me semblaient étrangers car je n'avais jamais confié cette douleur à personne. Alan m'écoutait avec la patience de quelqu'un qui comprend que le soutien ne nécessite pas de bruit. Il ne m'a pas interrompu ni cherché à atténuer l'intensité de ce que je décrivais. Au contraire, il a reconnu que le choc que je ressentais était légitime et que ma décision de prendre mes distances avec mes parents n'était pas un acte de cruauté. Ces mots m'ont apporté une clarté inattendue, car ils venaient de quelqu'un qui n'avait aucun intérêt à entretenir les illusions qui m'avaient si longtemps maintenu lié à ma famille. Sa présence attentive m'a apaisé et m'a permis de respirer plus facilement. Au cours de notre conversation, j'ai admis craindre que la situation ne s'envenime. Les appels, les messages et les pressions commençaient déjà à s'accumuler. Alan a tout examiné attentivement avant de me suggérer de consigner par écrit toute interaction qui aurait franchi une limite. Il m'a expliqué que se préparer à un conflit potentiel ne signifiait pas anticiper le pire, mais simplement accepter que les personnes impliquées puissent refuser de s'adapter aux changements que j'avais opérés. Ces conseils étaient empreints de bienveillance plutôt que de suspicion, ce qui m'a permis de les accepter plus facilement. J'ai compris que me protéger n'était pas un acte de rébellion, mais un acte de responsabilité. Cet après-midi-là fut la seule fois où il intervint. Alan ne m'a jamais forcé à aller au-delà de ce que je proposais, il ne s'est jamais immiscé dans mes affaires. Son soutien est apparu une seule fois, juste au moment où j'avais besoin d'un moment de répit, puis il s'est retiré avec respect pour mon besoin d'indépendance. Cette limite, posée sans explication, témoignait d'un respect que j'avais rarement connu au sein de ma propre famille. J'ai appris qu'un soutien sincère ne requiert pas une disponibilité constante. Il se manifeste simplement quand on a besoin de moi et laisse ensuite de l'espace. Plus tard dans la soirée, ma tante Lorraine m'a appelé pour me donner des nouvelles de mes parents. Elle m'a expliqué que la tension dans leur appartement s'était intensifiée et que leur conversation était devenue de plus en plus tendue. Elle a décrit une scène de cris et d'agitation frénétique qui révélait la fragilité de la stabilité que j'avais autrefois apportée. Son ton trahissait son inquiétude, mais elle ne m'a pas forcé à revenir ni à intervenir. Au lieu de cela, elle m'a encouragé à tenir bon, me rappelant que le changement révèle souvent des failles bien plus anciennes qu'on ne le croit. L'entendre exprimer ces vérités m'a aidé à comprendre l'ampleur des limites que j'avais érigées. Après la conversation, je suis restée assise en silence, laissant le calme revenir. La peur qui m'envahissait a commencé à se dissiper lorsque j'ai compris que prendre du recul ne me rendait pas responsable du chaos qui se déroulait derrière moi.
Alan a appuyé la lucidité de Lorraine et ma propre force grandissante s'est cristallisée en une seule prise de conscience qui a guidé le reste de ma soirée. J'ai compris que choisir la distance n'était pas une tentative de punir mes parents. C'était une décision nécessaire pour protéger les parts de moi-même que j'avais négligées pendant des années. Une fois cette vérité cristallisée, j'ai su que je ne retournerais pas au rôle qu'ils attendaient de moi. La semaine suivante, tout s'est effondré chez eux plus vite que prévu. Tout a commencé par un bref message de Denise, qui s'est présentée à ma porte à l'improviste, tard un soir. Elle paraissait épuisée, d'une manière qui en disait plus que ses mots ne pouvaient exprimer. Quand elle a finalement pris la parole, elle a admis qu'elle ne supportait plus la tension constante créée par papa, qui, ces derniers jours, oscillait entre colère et tentative frénétique de reprendre le contrôle d'un foyer qui ne tournait plus autour de moi. Denise a décrit des scènes marquées par des cris, des portes qui claquent et des accusations incessantes lancées contre quiconque se trouvait à sa portée. Ce matin-là, elle a fait ses valises et est partie sans destination précise, préférant la distance à la poursuite du conflit. Son départ a révélé l'ampleur de l'instabilité que mon absence avait mise au jour. Plus tard dans la semaine, Lorraine m'a donné des nouvelles de maman. Maman a manqué plusieurs de ses heures de travail après être arrivée visiblement dévastée, et son supérieur lui a suggéré une réduction temporaire de ses heures le temps qu'elle puisse gérer son état émotionnel. D'après Lorraine, ce changement a creusé un fossé encore plus profond au sein du foyer. Les difficultés financières se sont accentuées avec l'accumulation des factures impayées, exacerbant les tensions entre mes parents. La frustration de maman s'exprimait rapidement, souvent par des remarques acerbes adressées à papa au moindre désagrément. Leur conversation oscillait entre tension et chaos, marquée par des accusations répétées qui restaient sans issue. Ces descriptions ont suscité en moi un mélange étrange d'anxiété et de lucidité. Le lendemain, Lorraine m'a confié un autre détail. Mon père avait reçu un avertissement officiel de son employeur après un incident où il avait perdu le contrôle de lui-même lors d'une discussion de routine. Déjà à fleur de peau, il avait explosé devant ses collègues, qui n'avaient aucune patience pour cette explosion. Cet avertissement l'avait placé sous surveillance étroite, accentuant la pression qu'il ramenait chaque soir à la maison. Ses réactions n'avaient fait qu'aggraver le conflit avec sa mère, déjà débordée par la réduction de son temps de travail et qui n'avait aucun répit pour gérer son stress. Lorraine m'a expliqué que leurs disputes étaient devenues plus fréquentes, s'envenimant souvent pour des broutilles qui lui avaient paru insignifiantes auparavant. Il lui arrivait de les entendre au téléphone, la tension palpable, même sans un mot. Quelques jours plus tard, le syndic de copropriété leur avait envoyé un avis de résiliation de bail. La lettre mentionnait des retards de paiement répétés et des problèmes non résolus qui exigeaient une intervention immédiate. Lorraine a remarqué que ma mère avait paniqué tandis que mon père avait réagi avec colère, se rejetant la faute tour à tour, puis me blâmant. Leur incapacité à gérer la situation reflétait des schémas que j'avais moi-même portés seul. Pourtant, il s'est avéré que ces schémas s'étaient développés sans mon intervention, révélant à quel point ils avaient besoin de ma stabilité. Le dernier message de Lorraine ce soir-là a confirmé que l'atmosphère chez eux était devenue un chaos quasi permanent. Elle a décrit l'espace comme lourd, frénétique et obscurci par une peur diffuse. En l'écoutant, j'ai réalisé que la distance que je prenais me permettait de respirer comme je ne l'avais pas fait depuis des années. La pression qui me suivait partout commençait à s'apaiser, remplacée par une conscience plus sereine de mes propres besoins. J'ai passé cette semaine à me concentrer sur mes habitudes et les petits détails de la vie qui étaient toujours restés secondaires auparavant. Le contraste entre ma stabilité grandissante et le tumulte qui régnait dans leur appartement a mis en lumière l'ampleur du poids émotionnel que je portais pour eux. Cette prise de conscience m'a apporté une légèreté inattendue. J'ai compris que ce chaos leur appartenait, pas à moi, et que choisir la séparation ne diminuait en rien mon empathie. Cela protégeait simplement les aspects de moi-même qui méritaient d'être préservés. Cet après-midi-là, ils sont apparus à l'entrée de la quincaillerie où je travaillais. J'étais en train de trier une livraison quand mon patron m'a appelé. Son expression, alerte, laissait présager un problème bien avant qu'ils ne prennent la parole. À travers les portes vitrées, j'ai aperçu mes parents, immobiles, dans une immobilité rigide qui contrastait fortement avec le désordre qu'ils avaient semé ces dernières semaines. Leur présence était empreinte d'une urgence pesante. Pourtant, je percevais l'appréhension familière qui se cachait derrière. Ils n'étaient pas venus s'excuser. Ils étaient venus récupérer la version de moi qu'ils pensaient encore contrôler. Mon patron s'est avancé avant que j'atteigne le comptoir. Il s'est placé entre eux et la caisse enregistreuse, adoptant une posture calme mais ferme qui m'a surprise. Il leur a demandé le but de leur visite d'un ton qui ne laissait aucune place à l'esquive. Ma mère a tenté d'adoucir son expression, mais sa voix tremblait d'un mélange de frustration et de désespoir lorsqu'elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de me parler. Papa garda les yeux rivés au sol jusqu'à ce qu'il comprenne que mon patron ne les laisserait pas entrer sans explication.
Sa voix s'éleva légèrement lorsqu'il exigea que je sorte, insistant sur le caractère privé et urgent de la situation. La tension dans sa posture révélait sa crainte grandissante de voir s'échapper la dynamique sur laquelle il s'appuyait autrefois. Mon patron refusa leur demande avec une autorité professionnelle, expliquant qu'on ne pouvait licencier un employé pour des différends personnels. Sa présence créa une barrière que je n'avais jamais connue, et pendant un instant, j'entrevis les contours d'une vie où je ne serais plus seul face à leurs exigences. Maman tenta une dernière plaidoirie, son ton laissant transparaître de l'inquiétude. Pourtant, la tension dans ses mots trahissait l'anxiété qui l'animait dans sa tentative de se ressaisir. Voyant que mon patron ne céderait pas, ils s'éloignèrent de la porte, mais papa s'attarda suffisamment pour que je perçoive la tension dans son expression. La réunion se termina sans un seul mot échangé. Pourtant, le message était plus fort que tout ce qu'ils auraient pu dire. Après leur départ, mon téléphone vibra à plusieurs reprises. Je l'ignorais jusqu'à ma pause, où je finis par consulter mes notifications. Denise, ma sœur aînée, m'avait laissé un message vocal. Sa voix s'était brisée lorsqu'elle avait admis que la situation à la maison était devenue ingérable, et elle m'avait supplié de l'aider avec une vulnérabilité qui trahissait sa peur. Elle avait avoué n'avoir jamais réalisé à quel point j'avais tout absorbé jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer en mon absence. L'enregistrement s'est brutalement interrompu, suivi d'un bref second message me demandant de revenir, ne serait-ce que temporairement, pour que l'appartement ne perde pas son bail. J'ai écouté en silence, raccrochant sans répondre. Pour la première fois, j'ai pris conscience de l'ampleur du poids que je portais pour eux. Les failles dans ce foyer étaient devenues irrémédiables, révélant une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Leur chaos était devenu plus bruyant, plus lourd, plus envahissant. Pourtant, rien de tout cela ne m'appartenait plus. L'envie de revenir pour stabiliser ce qui n'avait jamais été stable s'est estompée lorsque j'ai compris que leur désintégration existait indépendamment de mes choix. Je suis retourné dans le couloir avec une assurance qui m'a surprise. Ils se sont effondrés, mais je ne me suis pas effondré avec eux. Ce soir-là, je leur ai répondu par un dernier message. Le soleil était déjà couché lorsque j'étais assise à ma petite table de cuisine, la même où j'avais passé des semaines à démêler des sentiments que je croyais autrefois impossibles à nommer. Je suis resté planté devant l'écran pendant plusieurs minutes, non pas par hésitation, mais parce que je voulais que mes derniers mots soient empreints de lucidité plutôt que de colère. Quand j'ai enfin tapé la phrase, elle m'a paru assurée et sans équivoque. J'ai écrit « Je ne reviendrai pas ». À l'instant où j'ai appuyé sur la touche, une certitude tranquille m'a envahi, la réalisation que le cycle que j'avais enduré pendant des années était enfin brisé. Les messages qui ont suivi sont arrivés en vagues désordonnées. Maman a essayé d'appeler quelques minutes plus tard, mais je n'avais aucune intention de répondre. Plus tard dans la soirée, Lorraine m'a brièvement informé que maman avait perdu son emploi après avoir manqué plusieurs journées de travail pendant le chaos de la semaine précédente. J'ai écouté avec empathie, mais je ne me sentais plus responsable des conséquences de ses choix. Le schéma qui m'avait autrefois ramené sans exception avait perdu son emprise. Mon père était confronté à ses propres responsabilités. Lorraine expliqua qu'il avait été suspendu temporairement après une crise au travail, semblable à celle qu'il avait eue au magasin. Son incapacité à accepter les limites n'avait pas échappé à des personnes qui ne lui devaient aucune loyauté. Pour la première fois, je compris que son emprise reposait sur la proximité plutôt que sur l'autorité. La distance révélait la vérité plus vite que n'importe quelle confrontation. Denise, elle aussi, devait faire face à ses propres responsabilités. La résidence prit sa décision finale, la laissant gérer l'intégralité des arriérés de charges que je payais autrefois par habitude. Elle tenta de négocier avec le bureau, mais en vain. Son attitude passa de la frustration à la résignation lorsqu'elle réalisa que le filet de sécurité qu'elle attendait de moi n'existait plus. Elle avait bâti son indépendance sur la certitude que je resterais disponible. Cette certitude s'effondra dès l'instant où je pris mon destin en main. Tandis que leur existence se dénouait, je trouvais un rythme qui me semblait, en quelque sorte, transformateur. Je gardais une routine simple et prévisible, me concentrant sur la stabilité que j'avais commencé à construire quelques semaines auparavant. Le travail devint plus facile, libéré du poids de leurs exigences qui empiétaient sur chaque instant libre. Mon appartement aussi avait changé. Le silence qui me pesait me semblait désormais un espace que je pouvais façonner à ma guise, sans être dérangé. J'ai dormi d'un sommeil profond, comme je n'en avais pas connu depuis des années. En pensant à l'avenir, je ne voyais plus leurs attentes dicter mes décisions. Je voyais un chemin purifié par mon refus de porter ce qui n'avait jamais été mien. Leurs inquiétudes persisteraient un temps. Mais ce n'était plus mon fardeau. Le dernier message que j'ai envoyé ce soir-là a marqué un tournant que j'espérais ressentir depuis des années. Ce n'était ni spectaculaire ni bruyant. C'était simplement définitif. Je choisissais une autre vie, et j'avais l'intention de la vivre pleinement,
sans excuse. Poser des limites saines demande du courage, surtout lorsqu'il s'agit de remettre en question les rôles que les autres attendent de nous. Se détacher des schémas destructeurs ne fait pas de nous des personnes ingrates ou insensibles. Cela témoigne d'un engagement envers notre sécurité personnelle et notre stabilité émotionnelle. En nous libérant des responsabilités qui nous ont été imposées, nous retrouvons l'énergie dont nous avons désespérément besoin pour notre propre épanouissement. La véritable guérison commence lorsque nous cessons de porter la souffrance que nous n'avons pas causée. Merci d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. Votre présence compte plus que vous ne le pensez et j'apprécie chaque personne qui prend le temps de comprendre ces choix difficiles. Je vous invite à partager vos réflexions ou vos expériences, car votre voix peut aider d'autres personnes qui se sentent prises au piège de schémas similaires. Votre point de vue est important et j'aimerais beaucoup connaître votre opinion.